Bonjour tout le monde et bienvenue à cet nouvel épisode de Balado Les Chiffres. Je suis Éric Renier avec mon ami et partenaire dans cette aventure, Philippe J. Fournier. Philippe, comment ça va? Bonjour Éric, quel plaisir de te retrouver en français cette fois. Nous avons des sondages au Québec, des sondages fédéraux au Québec à décortiquer. Et bien sûr, ça faisait longtemps qu'on avait fait un épisode en français, donc je croyais en fait que oui, la fin janvier comme ça serait un bon timing pour nous pour discuter. Alors, Éric, où aimerais-tu commencer ce matin avec notre analyse des chiffres? Mais on n'a pas eu des nouveaux chiffres qui étaient comme publics, qui étaient commandités par le Journal de Montréal ou quelque chose comme ça depuis le début de décembre. Mais on a eu des chiffres qui étaient commandités par le Bloc québécois. Et je trouve ça un peu drôle que c'était un sondage normal, un sondage qu'on voit souvent de léger. Parce que c'est léger, on croit dans les chiffres de léger et parce que les chiffres étaient plausibles, il n'y a pas grand-chose qui était étrange dans ces chiffres-là. On va discuter le sondage léger qui était commandité par le Bloc québécois. Il va commencer avec les chiffres provinciaux. Il y avait 34% pour le Parti québécois, 25% pour la coalition Avenir Québec, 15% pour les libéraux, 12% pour Québec solidaire et 11% pour le Parti conservateur. Philippe, tes commentaires? Mes premières impressions, Éric, vraiment, c'est que c'est un sondage de statu quo. Bien sûr, si on regarde ces chiffres-là de Léger par rapport au sondage précédent de Léger, qui était au début décembre, le Parti québécois reprend du terrain. Le Parti québécois avait été descendu à 31, il retourne à 34%. Mais on se souvient, à la même époque, il y avait un sondage Palace qui donnait le PQ autour de ces eaux-là. Et donc, peut-être que c'était une petite fluctuation statistique. On dirait que c'est une régression vers la moyenne. 34%, ça semble être vraiment l'état d'équilibre du Parti québécois depuis près d'un an. La coalition Avenir Québec à 25%, c'est relativement un bon score pour la CAQ et François Legault. Et les autres partis, le PLQ qui ne profite pas encore de sa course à la chefferie, mais je pense pas que c'est vraiment une surprise. La course à la chefferie du PLQ est tellement éclipsée parce que l'on voit présentement partout au Canada. Ouais. Je pense que c'est normal. Québec solidaire et le Parti conservateur à 12 et 11%. Difficile année pour Québec solidaire, n'est-ce pas? 12%, ce n'est pas un bon score pour ce parti-là. Je n'ai pas énormément de commentaires, à part pour dire que le PQ maintient sa base. Et la CAQ semble revenir un peu à 25%, c'est un score intéressant. Évidemment, il y a des chiffres régionaux et démographiques dans lesquels j'aimerais ça qu'on plonge, mais tes commentaires sur le sondage, Éric, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de ce sondage, selon toi? Non, pas vraiment. Et c'est des chiffres qu'on a vus depuis des mois et des mois maintenant. Ouais. Et ça semble que le Parti québécois, comme tu as dit, se stabilise, mais c'est encore une indication que c'est un peu difficile pour le Parti québécois d'aller au-delà de leur plafond qui est autour de 35%. Ouais. 34-35% avec une opposition les autres partis qui sont divisés. C'est un bon score. C'est possible avec des chiffres comme ça de gagner un gouvernement majoritaire. Oh oui, absolument. Mais, oui, c'est presque assuré. Mais 34%, c'est le même score que Pauline Marois en 2012, n'est-ce pas? Et ça veut dire que le Parti québécois a retourné à cette époque, il y a 13 ans, mais ce n'est pas un scénario où le Parti québécois est à 40-45%. Donc, il y a un plafond. Et si les autres partis vont rester divisés, ça va fonctionner pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais si on voit que le Parti libéral commence à faire quelque chose à cause de la course à la chefferie, si la coalition Avenir Québec est capable de rattraper un peu, 34%, ça ne donne pas beaucoup de marge de manœuvre pour le Parti québécois. Et bien sûr, là, il faut faire la part des choses. Et tout dépend des attentes. Le Parti québécois et leurs partisans, s'ils s'attendent à une course facile en 2026, ils vont peut-être être déçus. Mais si tu montres ces chiffres-là à quelqu'un après l'élection de 2022 au Québec, il serait bien sûr
en liesse, considérant que le PQ avait fait 14,6% à l'élection. Donc, on l'a dit, c'est un bon score. Et tu as dit, on est encore loin du 40%, c'est quand même 42% auprès des électeurs francophones. Et si on regarde le découpage régional, bon, OK, région de Montréal, bien sûr, c'est difficile de différencier les banlieues et l'île. On sait que le PQ performe mieux dans les banlieues. Mais dans le reste du Québec, dans les régions rurales et les petites villes, c'est 42% pour le Parti québécois, 27% pour la CAQ, 15 points d'avance en région. Alors, non seulement ces chiffres-là produiraient un gouvernement majoritaire pour Paul Saint-Pierre Plamondon et le PQ, mais ça serait majoritaire, confortable. Ouais. Pauline Marois, en 2012, le Québec solidaire était encore un parti mineur, le Parti conservateur n'était pas sur la carte, et la CAQ était à sa première élection. Là, ici, on a 5 partis qui sont en lice. Le Parti conservateur n'a pas vraiment bougé depuis l'élection, mais à 11, 12, 13% dans les sondages, le Parti conservateur ne peut pas être non plus sous-estimé. Il gagnerait probablement quelques sièges en Beauce, dans Chaudière-Appalaches, la Rive-Sud de Québec, peut-être même dans les couronnes de Québec. Alors, pour moi, ça serait un gouvernement majoritaire. Ce que je trouve intéressant, Éric, et vraiment ce que je voulais mentionner, je suis toujours content quand il y a des sondages coulés par les partis parce que ça nous montre avec quels chiffres est-ce que les partis travaillent. Qu'est-ce qu'ils voient dans leurs chiffres lorsqu'ils commandent. Et bien sûr, lorsqu'un parti commande un sondage et que les résultats ne leur sont pas favorables, il n'est pas coulé. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sondage-là n'a rien de spécial, ni pour le PQ, ni pour le Bloc. Et si on regarde les chiffres fédéraux du sondage, je le rappelle, le sondage a été commandé par le Bloc québécois. Et donc, si on regarde au fédéral, 37% Bloc québécois, 37% Bloc québécois, 26% conservateur, 21% libéral. Ces chiffres-là sont pile dans les moyennes actuelles au niveau fédéral au Québec. Alors, la question qu'on pourrait se demander, c'est pourquoi est-ce que le Bloc a coulé ce sondage-là? C'est intéressant, mais je suis content de l'avoir. Je le répète, pour ceux qui, les gens au Bloc, si vous écoutez ceci, on est très content que vous ayez coulé ce sondage-là. Mais il n'a rien de spécial. Mais je regarde le contenu, c'est quoi, le tableau les chapitres et tout ça. Ouais. Le PDF, c'est un PDF de 23 pages. Mais on peut voir que le PDF qui était donné au Bloc québécois avait 55 pages. Et il y a 40 pages entre les intentions de vote au fédéral et les intentions de vote au provincial. Donc, certainement, il y avait des autres questions que le Bloc a posées aux Québécois. Et c'est ces questions-là qu'on ne sait pas c'est quoi. Et probablement, c'est des questions qui vont être utilisées, les réponses qui vont être utilisées pour la stratégie du Bloc québécois pendant la campagne électorale. Donc, peut-être c'est seulement parce que les chiffres étaient bons pour le Bloc, pourquoi pas oui, absolument. de les publier. Faire mais je me demande c'était quoi dans les 40 pages qu'on ne voit pas. Parce que moi, je trouve que probablement c'est des questions assez intéressantes. C'est intéressant parce que le Bloc n'a pas coulé ces résultats-là. Et bien sûr, n'es-tu pas observateur, Éric? Tu as regardé la pagination du document PDF. On peut rien cacher à Éric Grenier, n'essayez pas. En effet, il manque des pages. Ouais. Et en fait, moi, j'ai cru qu'en voyant ça, peut-être que le Bloc attendait quelques jours pour publier ou pour couler la deuxième partie du sondage. Mais là, on est rendu à quoi? On est mercredi aujourd'hui, le sondage a été coulé en fin de semaine. Je pense que ces pages-là ne seront pas publiées. Non, probablement je pense que pas. ça l'aurait déjà été. Mais je veux quand même attirer ton attention sur les chiffres de la souveraineté. Très intéressant. Les chiffres de la souveraineté, surtout dans les sondages légers, ont été extrêmement stables. En fait, ils ont encore été plus stables que je croyais. Lorsque je les ai compilés pour ma chronique pour QC125.ca, j'ai compilé tous les sondages légers sur la souveraineté depuis la dernière élection à l'automne 2022. Et tous les chiffres donnent entre 34 et 37% d'appui pour la souveraineté. Et dans la dernière année, c'est entre 35 et 37. Donc 35, 37, 36, 35, 36, 37, tout le temps. Et là, ce sondage-ci
31%. Les appuis contre la souveraineté n'ont pas bougé, c'est 53%, mais la quantité d'indécis, elle, a grimpé à 16%. Alors, il faut toujours faire attention, Éric, à faire des liens de cause à effet dans les sondages avec les événements, mais c'est très tentant de faire un lien entre l'incertitude économique, l'arrivée de M. Trump à la présidence des États-Unis, et ces chiffres-là. Certains disent le temps n'a jamais été plus propice à la souveraineté du Québec avec toutes les incertitudes. D'autres diraient exactement le contraire. Le temps n'a jamais été aussi propice d'avoir l'unité canadienne et de se tenir debout devant le géant américain. Il semblerait, du moins pour l'instant, qu'il y a eu quelques points. Parce que ça, c'est en dehors de la marge d'erreur, cette variation. Ouais. Alors, au moins c'est peut-être parce que c'est trop de risques maintenant avec Donald Trump et tout ça. Ouais. Et pas parce qu'il y a plusieurs Québécois qui sont plus canadiens aujourd'hui que l'an passé, mais je pense que c'est une théorie assez plausible. Et c'est intéressant de voir que c'est les indécis qui bondé. Donc, on ne sait pas exactement. Peut-être c'était une des questions qu'on ne voit pas dans ce sondage-là. Mais c'est ça que je trouvais un peu surprenant, que c'était coulé avec des chiffres comme ça. Parce que ce n'est pas des bons chiffres pour le mouvement souverainiste à 31%, 37% après la répartition des indécis. Mais oui, ça indique que peut-être pour le Bloc québécois, pour le Parti québécois, c'est un pari risqué de miser sur la souveraineté pour la prochaine campagne électorale. Je ne pense pas que le Bloc québécois va faire ça. Au moins... Mon Dieu. Pas plus que l'habitude, mais peut-être on va voir des messages un peu différents de Paul Saint-Pierre Plamondon à cause de toute cette discussion avec les États-Unis et des tarifs. Je vais te dire ceci, Éric, dans la prochaine campagne québécoise, on pense que c'est l'automne 2026. Selon les chiffres, je pense que M. Plamondon n'a pas vraiment le choix de continuer de parler de souveraineté parce que c'est un peu ce discours-là qui a fait que le parti a remonté jusqu'en première place des intentions de vote. Mais pour le Bloc québécois ne peut pas, encore une fois, selon ces chiffres-là, ne peut pas aller dans la prochaine élection fédérale qui pourrait être ce printemps et commencer à parler de souveraineté parce que ça ne sera pas la question de l'urne ni au Québec, ni au Canada. Je retourne au fait pourquoi est-ce que le Bloc québécois a coulé ce sondage-là à la presse canadienne alors que les chiffres des intentions de vote n'ont pas vraiment bougé. Mais soudainement, on voit que ça, c'est le pire sondage pour la souveraineté. J'ai regardé, c'est depuis décembre 2020, depuis le sommet de la pandémie sans vaccin, alors qu'il y avait beaucoup d'incertitudes. Léger avait un sondage qui était pire que ça pour la souveraineté, mais pas depuis. Alors, ça fait presque, un petit peu plus que 4 ans. Est-ce que le Bloc aussi envoie un petit message au PQ? Nous, on fera pas une campagne référendaire dans la prochaine campagne fédérale. Je sais pas. J'ai pas envie de faire des échecs en 4 dimensions non plus avec tout ça. Là. mais c'est des chiffres très intéressants. Et j'ai bien hâte de voir, justement, cette croissance des indécis dans la question de la souveraineté. Est-ce que ça va perdurer ou est-ce que dans les prochains mois, selon les événements que l'on voit, les relations canado-américaines, est-ce que ce chiffre-là vont pencher plus vers le oui ou vers le non ou vont rester indécis? C'est définitivement quelque chose à suivre. Plusieurs me disent pourquoi est-ce qu'on parle encore de souveraineté, pourquoi est-ce qu'on parle encore de sondage sur la souveraineté alors que la CAQ est au pouvoir. Écoutez, le PQ mène dans les sondages. Le PQ, pour l'instant, est projeté à une majorité et M. Plamondon a promis un référendum avant la fin de la décennie. Ça fait partie de l'actualité. Il faut mesurer ces chiffres-là. Si on voit la souveraineté tomber à 29% dans le prochain sondage ou grimper à 40%, ça change la stratégie du Parti québécois dans la prochaine année. Oui, absolument. Et je voulais aussi discuter un peu des chiffres. On a eu des chiffres d'un sondage de Segment Recherche qui a été fait en Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parce que si on regarde le sondage de Léger, le 25% pour la CAQ, c'est assez uniforme. Il n'y a pas beaucoup de différence entre la grande région de Montréal, de Québec et le reste du Québec.
Et on voit aussi que dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, la CAQ, dans ce sondage qui était commandé par Radio-Canada, je pense que c'était le Radio-Canada local à Saguenay, local. Exact. C'est 48% pour le Parti québécois dans la région, 28% pour la CAQ, 12% pour les conservateurs, 9% pour Québec solidaire et 4% pour les libéraux. Ouf. C'était un balayage caquiste en 2022. Ouais, exact. Et maintenant, ça a l'air que ça va être un balayage péquiste. Je dis ceci parce que, bien sûr, dans le sondage, il découpe les résultats avec les 5 circonscriptions provinciales de la région. On les nomme Chicoutimi, Dubuque, Jonquière, Lac-Saint-Jean et Roberval. Ce sont toutes des circonscriptions caquistes présentement. Mais toi et moi, Éric, on le sait, et nos auditeurs, vous le savez, traditionnellement, le Parti québécois performe très bien dans cette région-là. 2022 semble avoir été un peu une anomalie. C'était la vague caquiste. Et la vague caquiste semble s'être retirée et le PQ est en avance. Mais faites attention tout le monde, l'échantillon du sondage est de 800 répondants et ça comprend des indécis. Alors si vous prenez 800 répondants dans lesquels il y a des indécis et que vous divisez ça par 5 circonscriptions, ça ne fait pas beaucoup de répondants par circonscription. Donc, énorme incertitude, mais à part Lac-Saint-Jean où les chiffres sont 38 PQ et 32 pour la CAQ, ce n'est même pas serré. Et donc, même si on considère l'incertitude des petits sous-échantillons, le PQ est en avance. Éric, j'ai pris le temps de regarder les chiffres que j'avais avant la publication de ce sondage. Et bon, la CAQ est un peu plus haute dans Lac-Saint-Jean et je crois dans Roberval de ce que j'ai dans mes chiffres, mais ça se ressemble. Et donc, pour le Parti québécois, excellente nouvelle. Je pense qu'ils peuvent commencer à faire du recrutement de potentiels candidats dans cette région-là, à moins d'un revirement majeur. Le PQ devrait faire des gains au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parce que, comme j'ai dit tantôt, dans les régions du Québec, selon Léger, le PQ est à 42%. Bien, s'il est à 48% dans le Saguenay, c'est au-dessus de la moyenne des régions. Alors, je pense que c'est du solide pour le PQ pour l'instant. Oui, et j'aime savoir un sondage régionaux parce que ça nous donne des indices. Est-ce que les sondages provinciaux sont corrects? Est-ce que c'est possible de faire des projections du siège? Parce que, comme tu as dit, 42% dans le reste du Québec, ça inclut l'Outaouais, ça inclut Abitibi-Témiscamingue, ça inclut les cantons de l'Est. C'est pas des régions similaires. Exact. Donc, d'avoir un sondage comme ça qui indique que 48% pour le Parti québécois dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme avec la tradition péquiste, nationaliste dans ce coin-là, ça fait du sens si le PQ est à 42% dans les régions qui sont à 48% dans cette région-là. Donc, c'est une bonne chose à voir pour nous, parce que pour nous, on n'a pas on fait des projections pour les régions comme ça. Donc, d'avoir des sondages précis comme ça, ça nous aide beaucoup. Merci Segma Recherche. C'est une firme qui est basée à Chicoutimi. Je pense qu'ils ont aussi un bureau à Montréal. Ils font des sondages locaux comme ça. Et surtout, merci à Radio-Canada Lac-Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean de faire des sondages, de commander des sondages comme ça. On adore ça. On en veut plus, assurément. Moi, j'ai habité à Saguenay pour 3 ans. Ah, dis-moi dans quel coin? Quand j'étais très, très jeune, à Jonquière. Jonquière, OK. On était juste à côté du grande usine Alcan que je ne savais pas quand j'avais 3 ans. Ah, t'avais 3 ans. Oui. Mais j'ai des mémoires de Jonquière, bien sûr. Ah, OK. Veux-tu parler un peu des chiffres fédéraux? On a ce sondage léger, mais on a beaucoup de sondages avec des chiffres au Québec. Oh boy, hein. Je pense qu'on devrait mentionner rapidement Segma Recherche parce que il y a 3 circonscriptions fédérales qui couvrent la région du Saguenay. Donc, l'échantillon total de Segma est divisé en 3 au lieu de divisé en 5. Ça semble être un balayage du bloc, malgré que les conservateurs, on sait qu'ils performent bien dans la région. Ils ont même un siège à Chicoutimi-Le-Fjord. Mais on regarde les chiffres, 41% pour le bloc dans Chicoutimi-Le-Fjord, 28% pour les conservateurs. Alors, Éric, même si les conservateurs ont des meilleurs chiffres au Québec que lors de la dernière élection, ils pourraient essuyer des pertes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et ça nous indique que ça va être un peu difficile pour les conservateurs au Québec, même si dans
Tes moyennes, mes moyennes, on a le conservateur entre 26 et 27% au Québec. Ouais. En deuxième place, ils ont une avance sur les libéraux de 5 à 6 points. Mais nous deux, on donne les conservateurs 15 sièges au Québec. Donc, même s'ils sont en deuxième place, ils ont moins de sièges que les libéraux. Parce que ça va être difficile dans quelques coins du Québec. Et on voit des résultats comme ça en Chicoutimi-Le-Fjord. Et comme tu as dit, c'est une perte pour les conservateurs. Est-ce que ça va être le seul perte au pays pour les conservateurs? Parce que c'est difficile à croire que les conservateurs vont perdre un siège au milieu de Saskatchewan ou en Ontario où ils ont gagné en 2021. Donc, est-ce que ça veut dire que les conservateurs ne vont pas faire des gains de sièges, mais seulement de vote? Il va y avoir beaucoup d'appui dans la grande région de Québec et dans la Beauce et tout ça, mais à part de ça, ça va être difficile pour les conservateurs. En fait, on se demande, est-ce que les circonscriptions québécoises qui sont allées aux conservateurs ne sont pas juste encore plus conservatrices? Ouais. Moi, je regarde bien sûr des circonscriptions qui avaient été très serrées, les Beauport, Limoilou et Trois-Rivières. Le Bloc a remporté ces circonscriptions-là lors de la dernière élection. C'était très serré, mais là, le Bloc est en hausse et les conservateurs sont en hausse. Et donc, je pense que ça va nous indiquer, encore une fois, l'importance des courses locales. Parce que même si on enlève le Parti libéral qui ne semble pas être compétitif hors de la grande région de Montréal au Québec, ça veut dire des courses entre le Bloc et les conservateurs et il faut que tu donnes l'avantage au Bloc dans des courses serrées. Parce que, bien sûr, les conservateurs, premièrement, n'ont pas besoin de plus de circonscriptions au Québec pour l'instant. Et Yves-François Blanchet ne sera pas en avion en train de voler d'un océan à l'autre. Il va être en autobus à se promener partout au Québec. C'est un avantage structurel qui est là à chaque élection. Et je pense qu'ils s'attendent. Ils savent quelle circonscription viser. Ils vont jouer un peu à la défensive dans leur comté à Québec. Mais outre ça, ça va être des batailles blocs conservateurs. Et ça va donner le ton, je pense. Dépendant de comment M. Blanchet se tire d'affaire contre M. Poilievre lors des débats, je pense que ça pourrait donner le ton. On a vu Paul Sépien-Plamondon, chef du PQ, commencer à critiquer Pierre Poilievre et ça pourrait devenir un thème pour l'élection provinciale l'an prochain. Je pense que ça va être intéressant. Est-ce que tu as vu dans les autres sondages, il y a eu plusieurs sondages qui ont été publiés dans les derniers jours, est-ce que tu as vu quelque chose de spécifique au Québec qui ressort pour toi? Non. On a vu récemment, dans les dernières semaines, qu'il y a des signes que peut-être les libéraux sont en meilleure position après le départ de Justin Trudeau. Ouais. Mais on ne voit pas ça de même l'ampleur au Québec. Non. Et je me demande si la course à la chefferie pour le Parti fédéral, ça cherche pas les Québécois. Il n'y a pas un candidat francophone québécois dans la course. Ouais. Il y a Frank Baylis qui est un Montréalais, mais un anglophone, qui parle français, mais c'est un anglophone. Donc, est-ce que ça va être... on va pas voir le même... est-ce que la course de la chefferie va pas aider les libéraux au Québec comme ça pourrait aider les libéraux en Ontario, Canada Atlantique et dans l'Ouest? Le seul mouvement vraiment que nous avons vu au niveau fédéral, et là on pourrait plonger dans la controverse des sondages, disons qu'il y a eu beaucoup de divergences dans les derniers jours, mais la divergence n'avait pas vraiment lieu au Québec. Donc ce matin, Éric Léger a publié son dernier sondage fédéral. Ouais. Une petite remontée des libéraux, et je dis petite, les libéraux passent de 21 à 25, c'est intéressant. Ça, c'est au niveau fédéral, au Canada. Mm-hmm. Les conservateurs passent de 47 à 43, donc un resserrement notable. Mais au Québec, je regarde les chiffres, 37% pour le Bloc, identique à ce que le Bloc a coulé la semaine dernière. 25 conservateurs, 22 libérales, et ça, c'est au Québec. Alors, pas encore de changement. On me dit, par exemple, et j'étais à Ottawa cette semaine, petite visite trimestrielle,
Et on me dit de ne pas s'attendre à du mouvement au Québec parce que la course ne sera pas centrée sur le Québec. Cependant, ça ne serait pas vraiment surprenant. Si les libéraux vraiment font une petite remontée en Ontario, avec le temps, lorsque les chiffres vont commencer à se répandre, lorsque la nouvelle va se répandre qu'il y a une course un peu plus serrée, et j'insiste sur un peu, peut-être que ça va avoir des répercussions sur les intentions de vote au Québec éventuellement, mais la course à la chefferie elle-même, M. Bayliss ne fera pas bouger l'aiguille. Je veux dire, dans le sondage léger que je te mentionne, il n'est même pas mentionné. Il est dans autre, n'est-ce pas? Donc, dans votre opinion, qui devrait remplacer Justin Trudeau comme chef du Parti libéral? Parmi les partisans libéraux, 57 M. Carney, 17 Mme Freeland, c'est 40 points d'avance. 4% Mme Gould, 4% quelqu'un d'autre. Et si on regarde juste au Québec, Éric, 35% M. Carney, 18% Mme Freeland. Donc, M. Carney a le double d'appui au Québec, parmi les libéraux. Même si, encore une fois, c'est un petit échantillon. On a besoin de voir plus de français de Mark Carney, je crois. Mais peut-être, il n'y a pas beaucoup de temps. Il faut passer du temps à Trois-Pistoles ou à Saguenay ou quelque chose. Au Saguenay, exact. Oui, mais on verra. Il y a des appuis au Saguenay pour le Parti libéral. Je remarque que c'était 16% dans le sondage segment pour le Parti libéral du Canada, mais c'était 4% pour le Parti libéral du Québec. Ah non, le PLQ. 4%. Le PLQ, OK, ils sont dans une course à la chefferie présentement, et je pense qu'elle pourrait devenir intéressante. On va bien sûr en reparler ce printemps et quand on va s'approcher de l'été, mais je pense que plusieurs libéraux au Québec ne se rendent pas compte à quel point qu'ils viennent de loin. Tu sais, je regardais des chiffres, par exemple, dans Chaudière-Appalaches, la circonscription de Bellechasse, par exemple. M. Charest a remporté Bellechasse à plusieurs reprises. M. Couillard, en 2014, a remporté Bellechasse. Et là, dans des circonscriptions comme ça, on parle de 3, 4, 5%. Alors, on n'est même pas dans la même ligue. Le PLQ, dans le Québec francophone, dans les régions, est extrêmement loin. Et donc, il souhaiterait avoir des chiffres similaires au PLC. Mais on va revenir ça en temps et lieu. Oui, tu as choisi la circonscription de Bellechasse par hasard. Pur hasard. Ouais, okay. Je pense que ça va être tout pour cette semaine, Philippe. On ne sait pas quand on va reparler en français pour les chiffres, mais on a notre épisode spécial pour les auditeurs où on répond aux questions. Oui. On a plusieurs questions et on a une question surprise. Je ne sais pas si tu as regardé les questions, mais est-ce que Doug Ford a manqué sa chance de devenir le premier ministre du Canada? Hey! C'est une question qu'on a. Mais on a plusieurs questions au sujet de politique québécoise et fédérale. Et donc, vous pouvez nous joindre c'est www.leschiffres.ca. Exact. Et devenir membre de notre Patreon. Et on aimerait de vous avoir avec nous. Mais merci Philippe. On va parler beaucoup dans les prochaines semaines et c'est toujours plaisant de te parler en français. Avec plaisir, Éric, et merci beaucoup tout le monde pour votre soutien. Comme on vous a dit, à chaque fois qu'il y a des chiffres au Québec, on va vous offrir une analyse en français. Donc, si vous voulez devenir membre, www.leschiffres.ca. Merci beaucoup et au revoir.